Bonjour Pierre-Henri, merci de me recevoir ici chez Specialized. Salut Maximilien, merci de venir nous rendre visite. Specialized, c'était bon cette année. Là, c'était extraordinaire, on a fait des progrès ensemble, je pense. C'est top. Ah bah là... Alors c'est génial, j'ai plein de questions, tu sais que j'ai des internautes sur mon site qui me posent beaucoup de questions. Et figure-toi que suite à mon Body Geometry Fit avec Fabien, j'ai pas mal de questions au sujet du fit justement et son évolution. Alors voilà, j'ai quelques questions à te poser si tu es d'accord. Tout à fait. Première question tout d'abord de Sylvain. Sylvain me pose la question suivante. Si je vieillis, est-ce que les réglages changent en fonction du poids, la puissance musculaire, la souplesse ? En gros, c'est pas beau de vieillir, et est-ce que le Body Geometry Fit évolue avec l'âge ? Alors, salut Sylvain, c'est super beau de vieillir. Ce que l'on sait déjà, c'est que depuis qu'on est venu au monde, notre structure osseuse grandit. On sait que les os grandissent. Ensuite, à partir de là, notre structure est complétée par du fonctionnel, les muscles, les ligaments, etc. Donc ça va évoluer aussi. On sait qu'on construit du muscle à peu près jusqu'à la cinquantaine. Donc notre masse musculaire, notre structure osseuse évolue jusqu'à 50 ans. Et après, elle se dégrade, et après on tombe en vélo, et après on se blesse, et on va se remettre à faire du yoga, à s'étirer. Donc on va peut-être améliorer son corps. Donc c'est pour ça que Body Geometry, c'est une étude posturale à un instant T, et que l'on intègre systématiquement le rendez-vous de suivi. C'est une question sur laquelle on reviendra un peu après, je pense. Mais le rendez-vous de suivi permet de revoir l'évolution du cycliste au moins une fois par an. Une fois par an. C'est ce qu'on préconise. Suivant la pratique, des fois on se revoit même plusieurs fois par an avec certains cyclistes. Ok, ça fait partie de l'étude du départ. C'est un SAV, c'est comment tu appelles ça ? Un service après-vente, on n'est pas très loin, SAV. C'est du suivi, c'est du social aussi, c'est rester en contact avec les gens qu'on veut accompagner. On essaye de sensibiliser un maximum les magasins là-dessus. Donc Sylvain, tu peux retourner voir ton magasin et essayer de voir s'il n'a pas des conseils supplémentaires à donner, des nouveaux produits qui pourraient mieux convenir à ta pratique. Ok. Ça c'était déjà une très très bonne question. Super, je te remercie. Alors, petite question encore, est-ce que le Body Geometry Fit m'aide à trouver la bonne taille de cadre de VTT ? Et évidemment, donc la question suivante qui va avec, dois-je faire un Body Geometry Fit avant d'acheter mon VTT ? Idéalement, oui. Surtout quand le magasin et le fitter disposent d'un vélo à géométrie variable comme le MUV qui permet de simuler la géométrie d'un vélo qui n'existe pas en magasin par exemple. Donc on imagine qu'on est un individu, un cycliste de taille extrême, XL ou XS. Ce vélo permettra de configurer cette taille de produit et de vérifier qu'elle convienne bien au magasin. Par exemple, hier j'ai eu un consommateur allemand qui est venu, qui hésitait entre un M et un L. On l'a orienté sur un L, ce qui était une taille de vélo surprenante quelque part pour son gabarit, mais c'était ce qui lui convenait, et faire le fit permet de définir la taille de vélo idéale. Donc oui, faire un fit avant d'acheter un vélo permet d'assurer la taille de vélo. Et j'ai même une anecdote par rapport à ça. Plutôt en cyclisme sur route, le fait de ne pas avoir la bonne selle, la bonne largeur ou la bonne forme peut fausser complètement le choix de la taille de vélo. Donc le choix de la selle est primordial avant de faire tout le reste de l'étude posturale. Ok. Question suivante. Comment faire si je dois changer de chaussures ? Est-ce qu'il faut que je refasse mon Body Geometry Fit ? Alors finalement, ça revient un peu à l'ensemble. C'est-à-dire que si je décide de changer de selle, changer de chaussures, on fait évoluer des éléments qui font partie du Body Geometry Fit. Alors, on commence par les chaussures. Effectivement, on pourrait se dire, si je change un élément de mon vélo, et donc incluant chaussures, pédales, réglage des cales, j'ai peut-être tout à refaire. En fait, non, si on a fait déjà un fit dans l'année, quelque part, plutôt que de refaire toute une évaluation physique qui dure quand même près d'1 heure, on va simplement s'attacher à faire un réglage des cales. Et là, c'est pas une prestation qui va coûter excessivement cher, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en complément et en suivi. Donc oui, repasser entre les mains du fitter. Pourquoi ? Parce que le talon va pas être calé de la même manière dans les différentes marques de chaussures ou dans les différentes chaussures de notre gamme Specialized. Et le réglage des cales, qui n'évolue pas énormément, le pied vieillit pas beaucoup, va être primordial pour un confort et pour être adapté à la pratique du cycliste. Ok, je te remercie. Alors j'ai une question de Sachito par rapport au réglage, donc Body Geometry Fit. Est-ce que les mesures sont OK pour mon vélo de route ? Je fais un Body Geometry Fit. Est-ce que je peux l'utiliser finalement, parce que c'est la question suivante également, est-ce que je peux l'utiliser indépendamment sur mon VTT, sur mon vélo de route ? Et est-ce que si je fais du cross-country et puis un jour je fais de l'enduro, est-ce que c'est toujours les mêmes réglages ? Alors déjà, si on passe de la route au VTT, on n'utilisera pas les mêmes chaussures, pas les mêmes cales,
pas les mêmes pédales, donc la distance par rapport à l'axe de pédale risque de changer. Ensuite, on va peut-être utiliser une selle différente. Les réglages changeront complètement en fonction de la selle. Le bassin va se positionner différemment sur le vélo. Donc hauteur et recul, vous l'avez compris, vont changer. Mais les bases de l'étude posturale sont les mêmes. On utilisera, par rapport à l'évaluation physique du cycliste, les mêmes flexions, ouvertures de genoux, la même position de la selle dans l'espace. Donc oui, d'une manière théorique, mais non parce que le matériel va changer en fait en fonction de la pratique. On adaptera plus par rapport à la pratique que à la physiologie de la personne. Une chose par rapport à la pratique VTT, la question elle est justifiée. Les bases entre un fit cross-country et enduro, réglage de selle, les mêmes, exactement les mêmes. Mais il y a des nuances. Positionnement des cales en enduro qu'on attaque fort en descente, et vous le voyez sur les descendeurs, on va reculer un peu plus les cales. Ça permet de moins utiliser les jumeaux et d'avoir une position beaucoup plus ferme sur les appuis très forts, par exemple dans les compressions. Donc en enduro, sur une pratique plus agressive, on va reculer un peu les cales, ce qui va changer un peu la hauteur de selle aussi, puisque le jeu de cheville n'ajustera pas correctement au cycle de pédalage. Donc, on a besoin d'adapter un peu les cales, et ensuite le réglage de cintre est différent en enduro. On a besoin d'avoir une maîtrise bien plus importante en descente. Donc on réglera les leviers de frein par exemple un peu plus haut qu'en cross-country où on alignera l'avant-bras et le levier de frein. Ok, je te remercie. Encore une question, j'ai beaucoup de questions des internautes. Donc Frédéric me pose encore une question par rapport au Retool Move. Lui, de son côté, me pose la question de à quand un capteur de puissance sur le Retool Move, et est-ce qu'il faut finalement mesurer l'efficacité du cycle de pédalage pour faire cette étude posturale complète? Alors, techniquement, un capteur de puissance sur le Move, ça voudrait dire l'intégrer dans un pédalier que l'on veut ajustable. Je ne sais pas si techniquement c'est réellement possible précisément. On y a pensé, c'est un truc qui nous intéresse. On a vu des compétiteurs le faire, intégrer le capteur de puissance sur le vélo, mais on ne fera pas le fit en fonction du changement ou de cette valeur. Donc c'est plutôt un indicateur qui va nous perturber plutôt qu'un indicateur qui va nous aider. Est-ce qu'on peut le faire ? Je pense certainement qu'on peut le faire via des pédales Garmin par exemple, Vector ou d'autres équipements de capteurs de puissance, mais encore une fois pour le fit, ce qu'on va rechercher c'est de l'ergonomie, pas forcément un gain de puissance immédiat. Le gain de puissance il va venir, plus de confort, plus d'ergonomie, c'est plus de puissance en fin de sortie, voire immédiatement sur chaque appui. Oui, c'est vrai, moi j'ai un gain avec le Body Geometry que j'avais fait, un gain de confort, donc évidemment je peux pédaler plus longtemps et finalement c'est plus agréable, donc plus de puissance, etc. Okay. Sachant un truc, c'est que le gain de puissance immédiat va des fois à l'encontre de l'endurance, donc en fonction des objectifs du cycliste, on va peut-être orienter la position pour qu'elle soit plus puissante ou plutôt plus confortable, mais on ne va pas chercher à savoir quel est le gain de puissance, sachant qu'on va devoir s'adapter gentiment après quelques sorties à cette nouvelle position. Ok, alors j'ai encore deux petites questions. Alors une de Nicky Line qui me dit quel type de chaussettes doit-on utiliser ? Bon, c'est une question. Elle est posée par Nicky Line, est-ce que tu peux y répondre ? Quel type de chaussettes ? Je vais même pas pouvoir y répondre. Je pense que de toute manière, on a des chaussettes qui sont très techniques, aussi techniques souvent qu'en course à pied, avec des chaussettes vraiment tissées avec des matériaux différents et sans couture et avec des matériaux réellement adaptés à la pratique du cyclisme pour que le pied soit le plus confortablement installé et puisse gérer la transpiration dans des chaussures qui sont bien renfermées. Donc je dirais pour la pratique VTT précisément, utiliser des chaussettes oui. En route, on a des triathlètes qui utilisent pas de chaussettes, qui ne veulent pas perdre de temps en transition, où on va utiliser différentes chaussettes en fonction des athlètes, mais c'est plutôt une question de préférence de confort personnel que réellement une question d'efficacité liée au fit. Ce qui est important, c'est de penser à changer vos semelles intérieures, qui sont pas seulement des semelles d'hygiène, mais aussi des semelles qui doivent s'adapter à la courbure de votre voûte plantaire. Et ça, c'est vraiment important. Donc on a une gamme de semelles Body Geometry qui sont à la disposition à moins de 30 €, et ça c'est réellement quelque chose qui peut aider au confort du pied en plus de mettre les bonnes chaussettes. Donc ça c'est les semelles avec le plus ou le plus. Voilà, les cales en fait par rapport au varus. Donc c'est la question suivante, question de Michel qui me parle, est-ce que tu peux préciser la notion de varus au niveau du genou, c'est ça ? Ok, alors quand on parle de varus valgus, on parle d'évaluation statique, pas en dynamique, pas en marche à pied, c'est-à-dire qu'on va avoir le cycliste qui va être droit, debout, ou éventuellement il va décharger certains de ses membres, de ses extrémités.
Varus, c'est quand on a des membres qui vont vers l'extérieur, qui s'ouvrent vers l'extérieur. Donc des genoux varus, c'est des genoux qui sont un peu arqués en cow-boy, d'accord ? Et des genoux valgus, ce sont des genoux qui vont vers l'intérieur. D'accord. En fonction de l'évaluation en fait, de ces personnes, eh bien, on s'attendra à retrouver des genoux valgus ou varus sur le vélo. On adaptera le vélo sans non plus exacerber ce varus ou valgus. D'accord. Sachant qu'idéalement, le genou doit travailler dans l'axe, mais si la personne est faite avec des genoux modérément ou significativement varus ou valgus, alors on ne corrigera pas la personne. C'est vrai que moi, suite à mon évaluation avec Fabien, j'avais un léger varus sur le genou droit, donc j'ai la jambe droite qui est un peu cow-boy comme tu dis. Voilà. C'est pour ça que j'ai récupéré une petite cale en fait dans la chaussure. Alors, généralement la petite cale, elle sert, c'est une cale que l'on appelle varus pour caler l'avant-pied. Si la structure de l'avant-pied est orientée modérément ou significativement, on va l'aider à ne pas s'affaisser lors de la poussée. D'accord. Mais ça n'a pas forcément un lien avec le varus. Ce qui est intéressant, par contre, quand on la met, c'est de ne pas pousser ton genou encore plus vers l'extérieur, autrement tu vas sursolliciter ton genou hors axe. Mais on va essayer d'adapter un matériel à l'anatomie du cycliste. Donc c'est important de savoir quelle est la géométrie de ses membres inférieurs. Okay. Alors la dernière question, je la trouve intéressante, posée par Pierre-Henri, pas moi. C'est pas toi, c'est un internaute qui regarde le site clubvtt.com. Donc il pose cette question-là que je trouve sympa. Pourquoi Fabien, lors de mon Body Geometry Fit, finalement n'a pas mesuré mon entrejambe ? Alors, déjà la mesure d'entrejambe se fait avec une toise. Donc techniquement, vous allez prendre une pièce cylindrique et on va la mettre dans l'entrejambe du cycliste. Je vais juste prendre mon copain qui est ici. Si on fait une mesure d'entrejambe, on va se retrouver avec une toise qui va rentrer dans le bassin quelque part. Et on va comprimer le périnée, on va avoir un réglage qui va être aléatoire ici et qui va essayer de mesurer une succession de membres. Ce réglage, traditionnellement, on le multiplie par une formule mathématique, ça nous donne une hauteur de selle théorique. C'est très bien pour faire du positionnement ou pour faire un choix de taille de cadre avec un indice supplémentaire. C'est pas de l'étude posturale, c'est plutôt du positionnement. C'est la formule rapide. C'est la formule rapide. Alors on peut le faire, on peut l'intégrer, c'est pas du Body Geometry Fit, on ne l'utilise pas en Body Geometry Fit. Ce qu'on va utiliser en Body Geometry Fit, c'est de la dynamique, savoir quelle est l'extension de ta jambe au point mort bas, donc à pleine extension, pour garder des angles qui sont ergonomiques. On fait de l'ergonomie de la personne. Et on fera varier cette hauteur de selle, ce que la formule mathématique ne fait pas, en fonction de la tension ou les limitations que tu peux avoir au niveau des quadriceps ou des ischio-jambiers. Donc on adaptera parfaitement la position en fonction de ton anatomie et des choix de matériel, suivant tes chaussures et suivant ta selle. Et la selle change dramatiquement la hauteur de selle. Donc chaque selle a un recul et une hauteur de selle particulière. Encore une petite question, Pierre-Henri, au sujet des selles. Donc j'ai une question ici par rapport à cette ouverture ici sur les selles. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? On parle d'ergonomie, on parle de périnée. De quoi s'agit-il ? Alors on appelle ça chez Specialized le canal Body Geometry. Donc c'est un canal, pourquoi ? Parce que c'est une zone, une dépression dans la forme de la selle qui permet en fait de relâcher la pression sur ce que des fois les gens appellent les tissus mous, mais concrètement c'est le périnée. Ce sont toutes les chairs que l'on a au niveau de l'assise. Idéalement, le poids de votre corps n'est pas supporté par vos chairs, mais par le squelette. D'accord ? On est tenu par une structure, les os, et ces os, c'est les deux tubérosités sciatiques, les deux os pointus des fesses, si on vulgarise un peu le discours, qui sont portés sur la surface de la selle. Si on appuie sur le périnée, on risque de créer des engourdissements, de créer même des douleurs, voire de s'abîmer au fil des kilomètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, pour une question de santé, Specialized depuis des années fait des selles body geometry adaptées à l'anatomie. Et progressivement, au fil et à mesure des années, donc depuis 1998, on fait évoluer ces selles et on a apporté donc ce canal dans les années 2000 pour soulager la pression sur le périnée effectivement. Ce canal il est positionné et défini en termes de largeur, profondeur et positionnement sur la selle différemment en fonction de la selle, en fonction de la pratique. La selle que tu me montrais, c'est la selle Power. Cette selle elle est assez atypique. Pourquoi ? Parce qu'elle est très courte, il lui manque 2 à 3 cm de nez en fonction des selles à laquelle on la compare. Et ce canal est fait unisexe. D'accord. C'est-à-dire que l'on a positionné cette zone, cet évinement,
a une position relativement intermédiaire, compatible route et VTT. D'accord. Et c'est une largeur qui est compatible avec l'anatomie femme et l'anatomie homme. Très bien. L'anatomie femme, sachez qu'on ne l'avait pas mesurée précisément d'une manière anatomique et avec des docteurs. L'anatomie femme depuis la Première Guerre mondiale ou juste avant la Première Guerre mondiale. Chez Specialized, on a commissionné des médecins et des chefs de produits pour remesurer une population d'à peu près 100 femmes cyclistes et savoir de quelle manière on devait redessiner ce canal. Donc c'est pas simplement un évidement pour gagner du poids, c'est réellement un élément anatomique. Et une selle aujourd'hui avec un canal vous permet de pratiquer votre activité favorite en tout confort et en toute sécurité. Alors question, pourquoi est-ce que finalement, comme tu le dis très bien, pourquoi est-ce que la selle n'est pas... est-ce qu'on a besoin de ce bec finalement ? Pourquoi elle ne serait pas coupée ici, qu'on aurait juste une partie là ? Sous-entendu, comme tu l'as dit à l'instant, on repose finalement sur le squelette. Donc est-ce que les deux os viennent pas juste se poser là ? Et pourquoi est-ce qu'on a une selle qui est pointue comme ça ? Parce qu'on a pas simplement ces deux os qui sont en contact avec la selle. Déjà, sous ces tubérosités, on a un muscle super important, très, très important pour le pédalage, qui est l'ischio-jambier. Ces muscles sont attachés sous ces tubérosités. Donc imaginez que vous n'êtes pas en contact avec la selle juste avec deux bouts d'os, mais avec aussi des chairs. Et puis vous avez les fessiers qui sont en contact avec cette selle, les adducteurs. Donc on a quand même beaucoup de muscles et de chair en contact avec la selle. Il faut répartir les forces, aussi les pressions sur une partie des chairs, principalement orienter le support avec le squelette, mais aussi apporter du confort avec les autres parties du corps. Et la selle, c'est aussi de l'équilibre sur le vélo. Voilà. Surtout pour lever les mains à l'arrivée ? Ouais. Non, pas uniquement, mais une selle, vous l'avez compris, si on enlève le bec, vous allez perdre en équilibre, en stabilité sur le vélo. En maniabilité. Et en maniabilité. Et en VTT, un élément très important, ça peut gêner certains d'entre vous. Un nez de selle vous sert aussi à diriger le vélo et à garder stabilité en descente. Un enduriste ou un descendeur va utiliser la selle pour coucher le vélo. Donc le nez est important aussi dans la pratique VTT. Merci Pierre-Henri pour toutes ces réponses, toutes ces questions d'internautes. Merci à toi. Avec plaisir, et puis à bientôt à Charmes ou sur un prochain Rock d'Azur. Super, merci, à bientôt. Salut.